Bien le bonjour à vous tous et merci de nous retrouver. Très heureuse en tout cas de vous revoir et en tout cas de vous accompagner jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie et surtout les rubriques habituelles du jeudi matin, celle de Aïda bien sûr. Dans un tout petit moment, nous aurons le plaisir de la recevoir pour nous parler donc de sa rubrique psychologie et surtout de la thématique qu'elle aura choisie ce matin. On l'avait même annoncé la semaine dernière, la jalousie à l'école et la concurrence on va dire, mais quand ça vient en tout cas dérape vers la jalousie, c'est un petit peu dérangeant. En tout cas, elle va tout nous expliquer dans un tout petit moment et en tout cas prendre ses conseils. Nous aurons aussi des étudiants qui nous viennent donc de l'école d'hôtellerie Eshra. Ils organisent un événement cette semaine, donc on aura à en parler avec eux en détail et avoir plus de détails concernant cet événement. Nous aurons le plaisir aussi de vous faire voyager à travers l'ornithologie. Un passionné donc d'oiseaux sera parmi nous ce matin. Il est président de l'association ornithologique algéroise. Il viendra nous parler donc de différentes espèces d'oiseaux, des passereaux pour la plupart. Et on verra avec un reportage de Bedia Amarni l'élevage des oiseaux du côté de Tamanrasset. Et puis on terminera l'émission en musique avec un groupe que vous avez déjà entendu à travers les ondes de la radio et même sur notre plateau, le groupe Mother. Ils reviennent encore une fois avec une autre influence musicale, toujours mystique bien sûr, et à travers un nouvel album qu'ils viendront nous présenter sur le plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et puis je vous laisse en compagnie de Mina Habed pour la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Rayure quand tu nous tiens. Nous sommes d'un rayé toutes les deux. Alors vous c'est vertical et moi c'est horizontal. Voilà. Et c'est pas fait exprès. Du tout. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comment ça va? Ça va. En forme? Dernier jour de la semaine? Oui. Non. Fatigué? Un petit peu. Un petit peu. Mais allez, vous allez vous reposer ce week-end. En tout cas, on va vous laisser nous présenter la météo tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, c'est le début de matinée, on rentre un petit peu de brume sur l'ensemble des régions côtières. Et puis le ciel restera plutôt nuageux avec quelques pluies éparses sur la partie ouest. Un ciel de plus en plus voilé sur le centre et l'est du pays. Donc ça fera un temps plutôt lourd pour cette journée. Sur les régions sahariennes, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé, notamment sur le nord Sahara, les oasis, le Sahara central, la Saoura, l'extrême sud, un ciel dégagé sur le Hogar et le Tassili ou encore le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 33 degrés à Tizi Ouzou, 26 degrés à Alger, 30 degrés à Tiaret, 21 degrés à Annaba, on sera 31 degrés à Galma, 26 à Batna, et puis sur la partie sud, on sera un maximum de 39 degrés à Hassim Saoud, Adrar, Ain Salah, Borj Badi Boukhtar, Ain Gazzam, 30 degrés à Tindouf, 34 degrés à Béchar et enfin 33 degrés à Tanrasset ainsi qu'à Janet. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on aura un ciel plutôt couvert, notamment à Budapest, Bordeaux. On aura des averses à Madrid, Lisbonne, Bucarest ainsi qu'à Athènes. Et puis bien sûr, du soleil à Rome, Berne, Berlin, encore Marseille, Paris, Londres. Côté Mercure, on notera 18 degrés à Varsovie ainsi qu'à Prague, 19 à Budapest, 11 degrés à Bucarest, 17 degrés à Athènes, 22 degrés à Rome, 21 degrés à Marseille, enfin 22 degrés à Paris ainsi qu'à Bordeaux. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. À tout à l'heure, midi et 19h pour d'autres rendez-vous. Et puis on vous souhaite un bon week-end. Merci. Et bon repos à la semaine prochaine. Ah oui, merci. Voilà, on va vous accompagner en musique. On débute l'émission avec une très belle chanson nostalgique cette fois-ci. Fadila Al-Ziriya, Allah yarhamha, qui chante Kahl el-Ain. من حبيبي ماله
ما افتكرش وغني في خياله كحل عين دب السفر مال حبيبي ماله مال حبيبي ماله عادي مدان رجاله الشفر أمس بواشد القمر بخياله شل وشنطر خليها على حاله مازال ما جاب لي خبر ورالي ما قالوا من حبيبي ماله مال حبيبي ماله Voilà, je dédie cette chanson à ma mère puisqu'elle adore Fadela Zeria et toutes les mamans qui aussi sont nostalgiques de cette période et surtout de cette grande artiste. Eh bien, on va l'accueillir comme il se doit. Aïda, elle nous fait toujours l'honneur et le plaisir d'être parmi nous le jeudi matin. On commence toujours avec elle. Bonjour Aïda. Bonjour. Amel. Comment ça va? Le plaisir est partagé. Vous aimez Fadela Zeria, vous aussi? J'adore. Oui. Ça nous rappelle une certaine période et surtout cette belle voix qu'elle a si bien su faire partager à tous les Algériens. Et le profil de cette femme élégante qui est là, patrimoine, c'est beaucoup de choses. Hein. Oui, exactement. Oui. Et elle s'est battue, c'était pas facile de s'imposer dans la musique à cette époque-là. Ah ben, j'en doute pas et probablement qu'on va tout de suite enchaîner avec ça parce que comment vraiment laisser cette trace, comment vraiment construire, rester dans quelque chose qui pourra représenter les individus, mais sans vraiment vivre les conflits, les rivalités, les jalousies, beaucoup de choses comme ça dans la construction peuvent détruire plus que construire et permettre à s'épanouir et beaucoup de choses. La rivalité, c'est bien, vous nous l'avez toujours dit, il faut toujours un peu de peps dans cette vie pour pouvoir donc avancer positivement et surtout ne pas donc regarder trop en arrière, toujours aller de l'avant et toujours essayer donc d'optimiser dans tout ce qu'on fait. Toujours optimiste. Alors cette fois-ci, vous avez choisi comme thématique la jalousie, non pas donc la rivalité, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien, mais quand ça dépasse un peu plus, ça devient maladif. Moi, je ne sais pas comment on a atterri sur la thématique. C'est un peu complexe. Oui, c'est un choix difficile parce qu'on reste dans l'émotionnel, mais parce qu'on a enchaîné un tout petit peu sur la dynamique des enfants, l'école, tout ça. Voilà que probablement on ne peut pas être indifférent à cette rivalité, à cette concurrence, à cette compétence qui existe aussi entre les élèves. Et ça existe réellement parce que tous les parents vont vous le dire. C'est vrai, à l'école, on regarde toujours les notes de son camarade. Même les parents s'y mettent aujourd'hui. Donc les enfants sont très regardants entre eux. Et quelquefois, on trouve des cas où c'est des vraies rivalités, des vraies jalousies. Oui, mais il y a aussi les mamans, les papas, avec la famille élargie, et le cousin, combien il a eu, est-ce qu'il est le premier, tu es le premier, qui a gagné, il y a quelque chose comme ça qui s'installe. Et les enseignants qui s'en mêlent aussi, Tout à fait, ils sont là à s'aligner, mais aussi à prendre position. Disons qu'il y a des professionnels aussi qui essayent de mettre la barre au milieu pour pouvoir vraiment équilibrer les choses. Moi, je crois que c'est une thématique extrêmement sensible, importante aussi pour qu'on puisse juste s'arrêter pour pouvoir parler. Comme d'habitude, c'est clarifier un tout petit peu les concepts et pouvoir réfléchir tous ensemble parce que tout simplement, si on parle de concurrence, par exemple, parce que là, je vais détailler avec vous de quoi on va parler. Est-ce que c'est la compétition? Est-ce que c'est l'émulation? Ça démarre très tôt. Quand c'est des petites jalousies, on se dit c'est insignifiant parce que ce sont des enfants. Mais je pense que ça va rester après trop indélébile sur l'attitude de l'adolescent ensuite. Moi, je dirais, si on va commencer par là.
Je dirais quand même qu'on a toujours dit que la jalousie ou la rivalité, c'est quelque chose quand même qui nous habite, fait partie de nos émotions, c'est quelque chose de normal. Il y a une rivalité qui nous permet de désirer et de se projeter dans ce qu'on peut être par rapport à l'autre, mais aussi de prendre cette place. Ça commence très tôt, oui, parce que tout simplement, il y a cette place par rapport aux parents. Donc tous les enfants, ils essayent de s'imposer un tout petit peu, de présenter à leurs parents l'image qui est le meilleur, celui qui obéit aux règles, celui qui réussit ses notes, celui qui est là à être un peu mieux que l'autre pour mieux gagner. Si on ne se rapproche pas de cette relation, on se rapproche au moins de l'amour. Comment je peux être aimé le plus possible et plaire, séduire surtout. L'histoire commence et nous accompagne pendant très longtemps, c'est quelque chose qui nous habite. Moi je dirais que cette manière de vivre l'amour, le désir et la séduction et le relationnel nous accompagne pendant très longtemps. C'est quelque chose qui commence à être dans nos gènes. On comprend l'individu à travers un tout petit peu ses réactions, à travers son don, sa manière d'imposer un tout petit peu et de présenter ses émotions. Aujourd'hui, probablement, si on s'arrête, c'est par rapport à un phénomène quand même extrêmement intéressant qui nous invite juste de voir de près. Parce que, regarde Amel, la concurrence d'emblée dans tout ce qu'on dit, c'est un tout petit peu quelque chose qui peut nous amener, nous inviter, nous, à ce qu'on puisse travailler ensemble, courir dans le même sens pour pouvoir vraiment décrocher quelque chose. Mais ça veut dire se mêler ensemble, c'est travailler ensemble, courir, concourir quelque chose. C'est de pouvoir te donner quelque chose, me stimuler, me donner quelque chose pour qu'on puisse décrocher une réussite. La décrocher, c'est un travail de partage. Ça veut dire, si j'ai un projet à réaliser, comment tu pourras t'inspirer pour que tu puisses courir un peu plus que moi et concourir, c'est vraiment aller au-devant. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a perdu comme le fil, on a pris juste un petit côté comme ça de ces synonymes de mots pour qu'on puisse s'arrêter à la concurrence qui est la bataille, qui est la lutte, qui pourra arriver le premier. Oui, c'est exactement ça. Et même, nous, on a tous été donc à l'école, nous étions enfants, etc. On aimait cette petite concurrence et surtout cet intérêt qu'avait l'enseignant envers nous. Mais donc, quand l'enseignant nous demandait d'aller donner un cahier, d'aller voir la classe à côté, on aimait que le professeur nous sollicite. C'était donc... Il y avait cette dynamique aussi entre les élèves, là où la concurrence, elle était bénéfique, elle était, je dirais, stimulante pour les enfants, là où il n'y avait pas de haine. Aujourd'hui, le modèle a complètement changé. C'est ça. Parce qu'on a pris quelque chose de meilleur. Parce que, regarde, réussir une bataille, c'est, comment je pourrais l'expliquer doucement, les parents qui sont là à stimuler leurs enfants et à les encourager, il y a quelque chose dans leur verbe qui se rapproche de... Il faut que tu gagnes, il faut, et voilà, ne le laisse pas, et c'est comme ça, tout ça. Si on abrégit un tout petit peu, on simplifie le discours et on place quelque chose, on dira, tue-le. C'est toi ou lui. Il y a quelque chose dans ces phrases, il y a quelque chose dans ces mots, dans cette philosophie, je dirais, dans ce discours qu'on transmet, qui va permettre à mon fils soit de vivre une jouissance de réussir et de réussite, soit c'est le contraire, c'est l'enfer de ne pas réussir. Et dans les deux sens, vivre les choses dans cet équilibre, c'est quelque chose qui bouleverse énormément nos enfants. Et puis détruit tout ce qui peut être compétence, concurrence, tout ce qui peut être réellement dans le bon sens. Dans le bon sens. Voilà. C'est difficile quand ça commence à devenir maladif, parce que quand c'est une rivalité qui entraîne l'enfant à pleurer, dire voilà, la maîtresse elle m'a pas envoyé, la maîtresse elle m'a pas dit ça, elle m'a pas fait ça par rapport à ma camarade qui est là, ou ça devient ensuite maladif, ça empoisonne quelque part donc moi je dirais le quotidien. Moi je m'arrête un peu plus tôt là où il y a le regard, il y a les éclats comme ça, un regard là où l'enfant s'arrête, il n'est pas d'accord, il y a quelque chose aussi qui négocie ou qui travaille comme si vous me permettez d'être le premier, j'avance. Si vous ne me permettez pas, je m'inhibe et j'arrête tout et je déprime et j'arrête de communiquer. Et voilà, c'est pas mon chemin. Et souvent, on rate beaucoup d'enfants très intelligents. Et on rate vraiment des cursus vraiment réussis comme ça en scolarité, juste parce qu'on joue un tout petit peu sur cette barre sans vraiment prendre le temps de bien réfléchir. Et de vraiment balancer nos enfants sur la bonne rive, le bon côté. C'est quelque chose qui nous invite aujourd'hui de
voir, c'est une manière de réfléchir comment on pourra les stimuler, les inviter, rester auprès d'eux, leur permettre de voler un peu plus haut, mais aussi tout en leur permettant d'être eux-mêmes et de vivre un tout petit peu cette escalade. Là où il peut être le premier quand il ne peut pas ne pas l'être. Dans s'inspirer de l'autre. dans la classe, en général, il y a toujours eu des rivalités, surtout parmi les premiers de la classe. Oui. C'est vrai qu'il y a des concurrences, etc. Et quelquefois, c'est très gênant, hein, surtout avec les enfants. Mais quand c'est les parents aussi qui essayent de stimuler les enfants un peu plus en disant « Ah, il a eu combien ton camarade ? Ah, pourquoi tu as eu cette note ?» etc. C'est bon ou c'est mauvais? Alors, regarde, tu me demandes quelque chose de très fin, je vais te répondre. C'est les mamans qui demandent à leurs enfants d'être meilleurs dans leurs compétences. Meilleurs, ça veut dire si tu as calculé comme ça et tu as eu une note, la prochaine fois tu sauras donner mieux. Hein, c'est être meilleur, ou si tu as donné la même manière, garde le même niveau pour que tu puisses vraiment être rapide dans la lecture, dans le chiffre, dans quelque chose. Être meilleur, c'est chose. Être le meilleur, c'est autre chose. Oui. C'est vraiment... je crois que la différence, elle est là. أن تكون الأحسن ولا أن تكون حسن في العمل. Il y a quelque chose aussi dans l'enjeu de cette position termes et de des mots, le meilleur. Parce que regarde, Amal, moi je me rapproche un tout petit peu de ce sentiment qui est l'émulation. Voilà, je me rapproche pour le présenter comme ça, comme quelque chose qui nous habite. Et le mot veut dire aussi un désir ou une émotion de l'intérieur qui me pousse à être comme l'autre ou un peu mieux que l'autre. Oui. C'est un tout petit peu du sentiment de l'intérieur là où j'essaye de me présenter. Ce sentiment on fait partie de nos fonctionnements, c'est quelque chose qui nous habite, elle fait partie de nos fonctionnements. Comment l'utiliser juste dans ce qui nous habite. Voilà. C'est aux parents de le placer un tout petit peu dans le bon sens. Sans glisser, bien sûr, dans l'excès. C'est-à-dire que ne pas surveiller l'autre sans arrêt sur tout ce qu'il fait, son camarade. Après, vous l'avez si bien dit à chaque fois que vous veniez dans notre émission, l'enfant se construit pas à pas, à chaque fois, bien sûr, avec un nouvel âge et à chaque fois avec l'entrée de l'adolescence. Est-ce que justement ce comportement, qui quelquefois est un comportement d'enfant peut-être jaloux, égoïste, ne va pas déraper vers autre chose quand il sera grand? Ne va pas déraper. Je me pose mille questions parce que tu sais que la formule pour moi, elle n'est pas science exacte et on ne saura jamais dire les choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la rivalité, la satisfaction rapide, dans la séduction, ils sont là à faire le maximum, détruire tout ce qui peut les entourer, juste pour être là, gagner cet amour de ce responsable. Ce sont des enfants qui ne vont pas avoir beaucoup de camarades s'ils sont tout le temps dans la concurrence. C'est difficile. C'est pour ça que pour moi, un tout petit peu, la réussite de l'être humain, je vais le placer entre parenthèses et dire, est-ce que ces gens qui sont là à gagner ces postes, gagner ces places, ils ne sont pas dans la jouissance de réussite aussi, là où ils ont les meilleures notes, Aïda, ils sont bien. Je sais à quoi vous pensez, parce que vous êtes en train de verser vers une autre thématique ensuite. C'est dur parce que vous faites appel ensuite à toutes vos connaissances et c'est vrai qu'après vous trouvez d'autres thématiques qui pourraient en découler. Tout à fait, parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'enfant. Voilà. Mais aussi ce qui m'intéresse, c'est un équilibre. Si j'arrive à retrouver un équilibre dans la dynamique de vie, tant mieux pour les gens, tant mieux pour nos enfants. Si aujourd'hui on parle, c'est juste pour clarifier que, attention, il pourra y avoir des pièges comme ça, là où mon enfant ne pourra pas s'épanouir. Il va être piégé par beaucoup de choses et l'empêcher vraiment de vivre et de s'épanouir et puis de vivre à l'équilibre. Et c'est pour ça que peut-être que je ne prends pas position pour que je puisse vraiment ouvrir toute porte comme ça. Et ça me permet aussi de revenir à une thématique qui pourra être l'échec lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire l'échec? Qu'est-ce que ça veut dire aussi ne pas prendre ce conflit, bataille, tout ça, et s'inhiber, rester isolé, tout ça, et comment vraiment vivre les choses de cette manière. Là maintenant, je crois qu'on a ouvert beaucoup de choses. Vaut mieux revenir à l'enfant lui-même pour qu'on puisse juste dire qu'il s'agit de l'estime de soi.
C'est une manière là où l'enfant peut se considérer, se construire, là où l'enfant il peut vraiment travailler quelque chose de lui-même, de son rythme à lui-même, de quelque chose qui pourra lui donner cette force de pouvoir vraiment s'inscrire dans quelque chose, ses projets de vie, et juste lui permettre d'être content de pouvoir réaliser les choses. L'inviter aussi à pouvoir partager. C'est la formule qui nous manque un tout petit peu pour pouvoir construire cette concurrence, ce cheminement, ce travail. Oui. C'est un tout petit peu, il me semble, l'idée de partage. Comment on pourra tisser le lien, travailler ensemble pour que je puisse vraiment te donner quelque chose, mais accepter que tu puisses vraiment m'offrir quelque chose. Et c'est pour ça probablement qu'avant, étudier en petits groupes comme ça, ensemble, là où les enfants, ils construisaient une dynamique comme ça, là où ils étudiaient chez eux, ou la bibliothèque, ou à l'école, il y avait quand même un échange extrêmement important, et puis c'est des souvenirs ensuite que les enfants vont pouvoir emporter plus grands. Ils auront donc ces souvenirs donc de cette rencontre, de ce travail en commun et de cet échange. Tout à de fait. beaux souvenirs. Alors, c'est où ces formules aujourd'hui? On est vraiment dans la réussite, dans le... la question n'est pas d'enlever toute jalousie, elle ne peut pas être pathologique et l'effacer complètement. On ne peut pas enlever la compétence parce que ça fait partie de la dynamique de vie, on ne peut pas enlever la concurrence parce que c'est quelque chose là aussi qui me stimule, me balance. L'émulation, c'est quelque chose aussi qui nous habite. Comment on pourra construire avec ces outils pour qu'on puisse vraiment garder un équilibre? Et à quel moment on doit s'inquiéter? Est-ce que la jalousie devient pathologique? Moi, je m'inquiète quand les parents ne sont pas conscients d'abord. D'accord. C'est un degré de conscience. Moi, je m'inquiète quand les gens ne sont pas conscients d'un phénomène qui les habite. Ça veut dire, tout simplement, si je suis dans la rivalité, il y a deux choses. Soit je cours au même rythme avec les coups bas et je gagne à tout prix. Ah ben voilà, ça ne fera que construire des conflits, que détruire les choses. Permettre à l'autre de réussir, c'est une réussite pour nous aussi. Permettre à l'enfant de réussir, c'est une réussite pour les parents. Mais si la personne n'est pas consciente, si y a cet échange là où peut-être on rencontre une maman qui va dire je le rends jaloux, je le rivalise comme ça par rapport à son cousin, cousine, sa soeur, la grande soeur, le petit frère, juste pour qu'il puisse déclencher quelque chose, pour qu'il puisse vraiment donner un nouveau. C'est tout à fait innocent, c'est tout à fait, en tout cas, normal que les parents, quelquefois, fassent ça pour pouvoir stimuler l'enfant. Oui, mais point virgule, je dirais, comment vous le faites aussi. Il y a risque aussi, en apportant les choses dans cet équilibre, on peut casser. On a eu des exemples comme ça autour de nous. Alors, tu fais pas ça, sinon je te donne pas, si tu as pas une bonne note, je donnerai ça à ton cousin plutôt qu'à toi. Ou pourquoi il a gagné, toi pas, tu sais pas, tu ne peux pas, tu n'arrives pas, tout ça. Et on est si je parle de l'estime de soi, on est en train de casser ce pilier majeur là où c'est important de le consolider, quelle que soit l'épreuve et quelle que soit l'expérience. Comment doit-on justement expliquer les choses aux enfants? Regarde, Amel, moi je dirais, on commence d'abord par prendre conscience de cette compétition qui nous habite. Il y a des gens qui sont vraiment dans la rivalité à fond et qui perdent les mots, ils perdent la voix. Hein, c'est mortel, c'est dans le regard. Si ils prennent juste conscience qu'ils sont en train de fonctionner avec cette manière, trouver la solution, c'est un peu trouver leur équilibre, comment ils peuvent vraiment trouver quelque chose qui pourra les rassurer. Mon fils, ma fille, mon adolescent, l'adolescente qui est là à rivaliser à mort parce que sa collègue, elle a pris la première place ou elle a pris une place un peu meilleure, tout ça, m'invite juste de prendre conscience et puis de travailler avec les outils qu'on a. Parce que l'individu, l'être humain est complexe. Et puis, ce n'est pas une formule, pour moi, ne serait-ce que dans mon cadre théorique, ce n'est pas une baguette magique, 1, 2, 3, il faut faire comme ça, tout ça. Moi, pour moi, je dirais, il ne faut pas prendre le risque d'alimenter encore les conflits. Moi, je suis dans quelque chose là où on pourra s'inscrire juste dans la construction. C'est quelque chose là où je pourrais vraiment chercher une formule ou quelque chose qui pourra me permettre de travailler ensemble. Si je ne trouve pas cette formule de travailler ensemble, ça ne sert absolument à rien de chercher les conflits, de creuser encore dans les profondeurs et ça va casser tout. Parce que tout simplement, atmosphère angoissante. Et un regard empoisonné. Et une rencontre comme ça. C'est dur de vivre ce quotidien.
c'est très difficile pour l'enfant. Et c'est pour Il ça n'est pas que habitué. voilà, c'est pour ça que moi je choisis quand même cette partie de paix, cette partie de bien-être, cette partie là où on peut trouver ce qu'on peut faire avec notre rythme, avec l'équilibre de l'enfant. Il y a des enfants qui sont dans cette dynamique. Moi je m'arrête pas à l'enfant lui-même, je m'arrête aux adolescents, enfin aux adultes qui l'accompagnent, Oui. aux adolescents qui sont leurs repères. Si je travaille avec l'adulte, c'est lui qui va me donner un tout petit peu la formule à suivre. Mais chaque maman a sa manière. Parce que tout simplement, regarde Amel, si je demande à la maman, vous étiez comme ça avec vos frères, sœurs à la maison quand vous étiez petit, hein, parce que c'était autour d'un jouet ou autour d'une relation C'est avec ça. la maman, qu'aujourd'hui, on prend un grand cercle, c'était Oui. le petit cercle, un grand cercle, l'enfant de l'autre a réussi comme mon fils, et voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que les parents ont l'habitude, quand il y a une fratrie, que les enfants aient cette petite rivalité au sein donc d'une famille. Mais à l'école, c'est différent. Oui. Les relations sont tout à fait différentes. Donc ils vivent pas ensemble, ils se côtoient juste le temps donc d'aller à l'école, sur les bancs d'école. Donc Oui, c'est oui. tout. Mais tellement qu'on est dans le même fonctionnement, de la même manière, et c'est notre manière de vivre les émotions et l'échange, on prend un tout petit peu une partie de chez nous, une partie de ce qu'on a hérité de notre enfance, on le prend, on le place comme ça à l'école. Voilà. Et puis un peu plus adulte, on le prend, on le met au travail. Donc c'est un tout petit peu ce qui a été au lycée, c'est un peu à l'université. C'est des ça traces. construit- C'est C'est des des traces, traces. c'est une manière de construire. Aujourd'hui, écoutez, la construction, le partage, c'est une formule extrêmement profonde. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que l'autre. Il y a une manière différente de faire. Mais après, il y a des rythmes différents. Il y en a ceux qui C'est ont ça. besoin de plus de temps, plus de reconnaissance. On les applaudit un tout petit peu. Il y a des enfants qu'on applaudit comme ça, bravo, tu as réussi tout ça, ils te donnent le meilleur après. Ah bah oui. Mais pas avant. Il y a quelque chose, mais il y en a d'autres qui excellent, qui sont là les meilleurs, et ils ont une manière extraordinaire. Le plus important qui nous regroupe aujourd'hui, que ce soit à l'école, On va à la terminer avec maison, ça, allez-y. oui, oui, le plus important, c'est de voir vivre la convivialité de partage et de l'échange. C'est on travaille comme ennemis, c'est on étudie comme des ennemis, on ne se parle plus. C'est dans la famille, c'est déchiré, les frères et sœurs et les cousins, cousines ne se parlent plus. Ben voilà, il y a quelque chose qui nous invite à revoir les choses de fond. Hein. Oui. C'est un écran. Là, nos enfants nous reflètent un tout petit Ça peu va ce qu'on pas, est en bien train sûr. de... Voilà. Donc la dynamique de l'échange, c'est la formule de l'amour, et il faut revenir à pouvoir aimer, s'aimer, partager, Bien tout sûr. ça. Et le puis rôle, permettre c'est à un l'autre rôle donc d'exercer. des parents pour placer cet équilibre. Le rôle des parents et le rôle des enseignants à l'école aussi. C'est Tout à très fait. important. Tout à fait. Donc Tout à les fait. inviter à ne pas être dans cette rivalité extrême, destructrice. Ouais. Donc toujours essayer donc de partager et d'expliquer surtout les choses, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Merci beaucoup Haïda. Merci, Anna. Donc j'espère que le téléspectateur aura aimé la thématique d'aujourd'hui et prendra en considération tous vos conseils. Merci, je vous remercie. À jeudi prochain, Inch'Allah. avec plaisir. Voilà, bonne journée à vous. Aïcha. Eh bien, tout de suite, je vous invite à suivre ce reportage signé Fari El Hamdi qui nous invite à découvrir les infrastructures touristiques de la région de Médéa. Ah, une chanson, on va apprécier une chanson justement. Juste après, on se retrouve.
Voilà, après donc cette belle balade musicale, le groupe Zaïr qui chantait Sport Sport, on a pu apprécier donc cette belle voix du groupe Zaïr. Et puis surtout, on continue dans la musique avec nos invités. Nous vous l'avions annoncé en sommaire. Nous avons le plaisir de recevoir des membres du groupe Mother avec nous. Madame Nadia Meshri, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes accompagné d'un musicien, Bilal Jazairi Biri, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, moi aussi. Alors, vous faites partie de ce groupe qui a fait son apparition il y a quelques années et qui donc est un groupe assez original parce qu'il y a donc plusieurs influences musicales et surtout nationalités aussi. Oui. Groupe algérien. Oui, Oui. Algérien, français, Oui. mixte, voilà. Et la musique, effectivement, qui est inclassable. Souvent, on nous demande quel style. On dit, on ne peut absolument pas vous dire quel style c'est. Certains nous ont dit c'est de la pop. Comme Oui. ça, c'est assez large. Donc, on peut dire que c'est un peu une jonction entre l'Orient et l'Occident. C'est ça. Donc, ça, c'est la caractéristique de Mother, qui est la chanteuse du groupe et qui est elle. C'est elle qui compose toutes les chansons, toutes les musiques et les paroles, que ce soit en français, en arabe, en anglais, en allemand et en hollandais, qui est sa langue d'origine, Voilà. puisqu'elle est des Zandra Pays-Bas. Alkena, c'est ça Alkema, voilà. oui, voilà. C'est elle. Nous l'avions reçue plusieurs fois sur Oui. notre plateau avec Yvan Grango également, qui est donc un des musiciens du groupe et compositeur aussi. Il est, non, pas compositeur. Disons que nous, les musiciens, nous faisons les arrangements. Oui. Donc, Mother compose la musique. En général, soit, il y a deux façons. Soit elle compose une mélodie et nous, ensuite, nous trouvons des grilles d'accords. Et on fait les arrangements avec elle pour les couleurs, pour tout ça. Soit nous lui proposons des grilles ou des musiques et c'est elle qui compose dessus. D'accord. Voilà. Alors vous êtes percussionniste, vous êtes... Ah non, moi je suis vous êtes pianiste. pardon. Oui, on peut dire que le piano c'est un instrument à percussion. Voilà, tout à fait. Vous enseignez à l'Institut de musique, mais l'Institut Oui. supérieur de musique d'Alger. Oui, depuis Vous avez- 2016, l'année où je suis revenue en Algérie après 27 ans en France. Oui. Et je suis revenue pour plusieurs causes. L'une étant de revenir travailler en Algérie parce que voilà, je sentais que j'avais fait un peu le tour des choses et puis je sentais qu'on avait plus besoin de moi peut-être qu'ici qu'en Europe et il y avait l'appel du pays, l'Ouache, Oui. l'Ouache Bled, Oui, c'est voilà, et puis il y avait le groupe Mother qui était là aussi Oui. à ce moment-là. Et vous avez rencontré aussi des élèves. Donc vous partagez aussi Oui, votre bon, les passion, qui est la étudiants, musique. écoutez, bien sûr, là, je partage cela. Si je suis très honnête, j'ai eu énormément de déceptions. Je préfère quand même dire des vérités par rapport au niveau, par rapport à comment ça s'organise, comme dans toutes les organisations en Algérie. Bon, heureusement que la jeunesse est là, heureusement qu'il y a cette vitalité, il y a cette nouveauté, il y a des personnes qui m'étonnent beaucoup. J'ai la chance d'avoir des élèves en cours privés, enfin en particulier, parce que les cours d'instruments se font un par un. Bon, on peut être à plusieurs, mais Bien bon. sûr. Donc, ça donne évidemment la possibilité d'approfondir les choses avec des personnes. Mais je veux dire, bon, écoutez, Il faut continuer quand même Il faut continuer. à avoir donc de l'ambition dans ce domaine-là. Tout La à musique, fait. c'est toujours aller de l'avant, chercher et essayer donc d'améliorer ses connaissances, ne pas rester dans l'académique plutôt et chercher plutôt à s'améliorer davantage. Oui, C'est ce que vous voulez écoutez, dire moi, ça fait 45 ans que je fais de la musique. J'ai fait de la musique classique. Je suis formée là-dedans. Pour moi, c'était vraiment, avec le recul, c'était, disons, le côté idéaliste en moi qui avait besoin d'un terrain pour s'élever. De la gravité de la matière. Et bon, déjà, le domaine du classique m'offrait beaucoup avec ça. Et quand j'ai rencontré Mother, ça a été un plus, mais vraiment un plus, parce que malgré tout ce que j'avais déjà vécu, c'était la première fois que je voyais, comment dire, une créativité. J'ai assisté à la création d'œuvres, comme j'avais lu comment dire, des biographies d'auteurs comme Beethoven, comme Schumann, comme etc. beau, Et là, on assiste vraiment dans le présent, dans le vécu, comment se crée une œuvre. Et là, parce que, si vous voulez, moi j'ai envie de dire quelque chose de très important, c'est que je trouve que la musique, actuellement, elle est dans une impasse. Je parle de la musique classique, on va dire, parce que ça, c'est comment dire, ma spécificité. La musique classique contemporaine, je n'arrive pas à l'écouter. Je m'arrête à Bartók, 1945, après, je trouve que c'est pas audible, sauf ceux qui font du néoclassique.
Voilà. Vous êtes honnête, vous êtes critique et vous avez raison, puisque c'est un domaine que vous connaissez bien. Mais je veux faire un parallèle avec la musique des anciens, on va dire Bach, Mozart, Beethoven, les romantiques, etc., etc. Quand vous entendez ces musiques ou que vous jouez ces musiques, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient de l'au-delà, qui vient d'au-delà. C'est-à-dire, c'est pas des cerveaux humains qui ont fait ça. Et ça, on le voit surtout dans cette époque. Ça a été aussi des compositeurs prodiges, hein, oui. Que, en fait, ces derniers siècles n'en ont pas produit depuis. Hein, mais pourquoi? Pourquoi? On se pose la question. Eh ben, écoutez, moi je pense parce qu'on a coupé le lien avec le haut. Parce que maintenant, ça fait peut-être bébête, si je dis ça sur un plateau de télévision en 2019, que l'inspiration, elle vient d'en haut. Parce que maintenant, si vous voulez, en grande partie, heureusement qu'il n'y a pas que ça, l'inspiration, je ne sais pas si elle est vraiment là, c'est plutôt de la fabrication à but commercial pour faire plaisir, et c'est du business. C'est vrai qu'aujourd'hui, le commercial, on a vraiment aussi là-dedans. Hein, c'est-à-dire que tout est commercial aujourd'hui. Donc forcément, peut-être que certains artistes, c'est vrai qu'ils sont créatifs, mais ils ont besoin de vivre de leur musique également. Bien sûr, mais si vous voulez, si on est lié à cette source d'inspiration et à ce que Dieu veut que nous fassions, ou ce que notre âme veut que nous fassions sur la terre, automatiquement, on aura de quoi vivre. L'Algérie, c'est un pays de foi. C'est pas moi qui viens de 30 ans d'exil en France qui vais apprendre aux Algériens qu'est-ce que c'est que la confiance en Dieu. Voilà, si on fait ce que Dieu nous demande, on a toujours à manger, on a toujours voilà. Et donc, ce que j'ai appris avec Mother, c'est cette foi, c'est se jeter dans l'inconnu, c'est, voilà, on donne des concerts même gratuitement, elle ne se fait jamais payer, mais vraiment jamais. Et voilà, et elle prône, disons, une musique ou un art, parce que maintenant, elle est en train de faire quelque chose au niveau de l'art en général. Elle a créé un nouveau site qui s'appelle Light Link Art, où elle expose ses idées concernant l'art en général, la musique en particulier. Et bon, moi, je suis, comment dire, une adepte de cette philosophie, et je milite pour. Voilà, et bien bravo en tout cas à vous. Vous nous avez aussi fait découvrir, vous allez nous faire découvrir un jeune aussi qui fait partie de ce groupe. Donc le groupe Mother a toujours aussi encouragé les jeunes. Donc ils étaient partis du côté d'Elouane à une Larouat, où ils avaient donné aussi l'occasion à des jeunes donc de Larouat de faire partie de ce groupe et de travailler ensemble, de jouer leur art. Hein, ah oui, mais ils ont travaillé, pardon de vous couper, ils ont travaillé d'art pendant 2 ans, hein, de 2013 à 2015, c'était des répétitions 2 ou 3 fois par semaine avec les étudiants de l'IRFM de Larouat, enfin ils étaient 6, et ils ont travaillé tellement dur qu'ils ont réussi à faire l'album Khod Sabil en 1 an et demi. Bravo en tout cas. Et c'est pour vous aussi l'occasion, comment s'est faite cette rencontre? En fait, cette rencontre, je pas que je connais pas le groupe Mother. Je connais Yves Gongo, qui est le mari de Mother, et en même temps le musicien du groupe Mother. Là, je l'ai rencontré en Kabylie dans une randonnée comme ça. Et là, après, on s'est perdu de vue pendant 8 ans à peu près. Wow. Au biais de Facebook, on s'est retrouvé encore une fois. Et là, j'ai trouvé avec un groupe qui s'appelle Mother, avec tous ces musiciens, Monadia, Florent, etc. Et là, j'ai rejoint le groupe Mother suite à un départ d'un musicien batteur du groupe, pour ses raisons personnelles. Et là, il m'a demandé Yves Gongo de rejoindre le groupe Mother en tant que percussionniste. Voilà. Et vous étiez dans quelle musique, dans quelle optique musicale, en fait, quelle influence musicale? En fait, mon style musical que je joue actuellement, c'est le Chabi. Voilà. Et dans le Chabi, on doit savoir aussi jouer de la percussion et parfaitement bien maîtriser cet instrument. Oui, mon début au Chabi, c'était les percussions. Après, j'ai fait la guitare, j'ai fait Alors vous étiez dans l'influence de Papo, Lahmo et bien d'autres percussionnistes, Alilo aussi. Voilà, les deux, tous ces maîtres aussi en matière aussi de percussion. Exactement. Et là, vous avez trouvé un autre univers musical différent, totalement différent. Oui, mais Mother, en fait, nous laisse faire ce qu'on sent dans les morceaux qu'on joue. Elle nous cerne pas dans des rythmes comme ça, techniques ou bien.
C'est très bien parce que c'est un bel échange. À chacun, bien sûr, sa façon de voir la musique et d'interpréter la musique. Et là, c'est un bel hommage aussi à la musique du monde, puisque c'est un travail commun et un échange entre les musiciens et bien sûr le compositeur. Alors, le nouvel album est sorti? Oui. C'est ça? Angel, ça oui. s'appelle Angel. Oui. On va écouter peut-être un premier extrait de ce bel album. Vous êtes très heureux de venir le présenter d'ailleurs. Bien sûr. Voilà, c'est juste un extrait avec la belle musique, le gasba comme on dit. C'est cela? Voilà. Alors, c'est un musicien que vous avez rencontré? C'est un musicien que Moder a rencontré par hasard, bien que le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Il y a quelques années, au TNA, je crois, enfin devant le TNA, ou dans un hôtel où ils étaient invités des deux côtés. Donc des affinités se sont manifestées et ils ont joué plusieurs fois ensemble. Et là, donc, il habite à Rsach Shelala, c'est Cheikh Abd el-Khader. Et c'est un musicien vraiment professionnel qui est passionné, sa femme dit il fait que ça toute la journée. Et bien sûr, il gagne pas grand-chose actuellement avec cette musique, mais il est là-dedans et il arrive très très bien à collaborer avec la musique de Moder. Oui. Voilà, et ça vous attire hein, quand vous apprenez que d'autres personnes font de la musique comme ça par passion avant tout. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui nous relie. Parce que disons que voilà, on aime. C'est un partage. Voilà, c'est un partage. C'est un même idéal, voilà. Et des paroles qui sont en anglais, toujours spirituelles, parce que ça c'est vraiment la spécificité de Moder aussi. Oui. Donc dans ces textes où elle dit he leads, il, c'est qui il? Il avec un grand I, il conduit ses créatures vers le but à travers le voyage, The Journey, c'est le titre de la chanson. The Journey. Voilà. Et c'est toujours mystique, c'est toujours mystique. Des textes mystiques tirés de grands soufis aussi. Alors voilà, elle a composé, je crois, 4 chansons sur des textes de Ahmed Ben Mustafa Al-Alawi, donc qui est bien connu. Là, dans cet album, elle a créé un texte en arabe, bon, elle l'a écrit en français, il a été traduit, qui s'appelle Farhatul Ilah, la joie de Dieu, qui sera peut-être passée tout à l'heure. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, elle compose bien sûr. Alors moi, je dirais que cet album, comment je le ressens, c'est un album sur l'amour. Angel, c'est l'ange. Disons que c'est l'amour qui nous vient d'en haut. Moder dit que pour elle, Angel, c'est les femmes, c'est la femme qui va retrouver sa vocation et qui va faire aller le monde vers quelque chose de meilleur. Et chacune des 13 chansons, elle traite de l'amour sous une forme particulière, que ce soit l'amitié. Qu'est-ce que c'est que la véritable amitié? Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Qu'est-ce que c'est l'amour que Dieu a pour nous? Voilà, Darratul Wujud, c'est un texte de justement Ahmed Mustafa Ben Alawi qui dit, il n'y a pas d'atome dans l'univers sur lequel n'est pas inscrit le nom de Dieu. D'accord. Et il y a aussi des textes de Rabia Al-Adawi aussi. Voilà, alors ça c'était Uhibbuka Hubbayn, le
beaux chants auxquels j'ai assisté au niveau composition. Et c'était, elle a créé en fait... C'est toujours des textes, l'adoration de Dieu, et c'est toujours bien sûr l'amour et bien sûr... Voilà. Et aussi, quel est le sens de la vie? Parce que Mother, elle a ça, à la fois c'est très mystique et à la fois c'est très concret. Et elle prétend que c'est ça peut-être la vocation de la femme mystique, c'est de relier le ciel et la terre en quelque sorte. Parce que la femme, c'est connu qu'elle est dans le concret, elle est dans la matière. Donc si vous voulez, voilà, elle parle c'est-à-dire que n'importe qui, chaque être humain qui vit sa vie peut se retrouver en ce qu'elle dit avec les problèmes qu'il vit, parce que toute vie est sacrée, toute vie est magnifique avec tous les problèmes qu'on peut y rencontrer. Oui, voilà. Donc c'est des questionnements. En tout cas, vous avez fait aussi plusieurs scènes ici en Algérie et ailleurs. Ça fait longtemps que vous êtes avec le groupe? Vous avez sillonné un petit peu? À peu près 2 ans. 2 ans, et depuis 2 ans, vous êtes produit sur scène, bien sûr? Oui, on a fait quelques concerts ensemble. Oui. Alors, comment c'était? Magnifique, super, une expérience extraordinaire. Avec le public. Et aujourd'hui, vous voyez la musique mystique différemment? En fait, je vis ça dans le chabi. Oui, le chabi, c'est aussi mystique. C'est vrai, c'est aussi mystique. Vous continuez aussi à jouer du chabi? Oui, bien toujours. C'est la musique de... La première musique, prédilection. Et en tout cas, vous êtes aussi à l'Institut de musique ou pas du tout? Non, j'ai jamais fait d'école. D'accord, d'accord. Et en tout cas, parlez un petit peu aussi de ces scènes que vous faites assez régulièrement. Là, pour le nouvel album, vous allez aussi vous produire? Alors, on a une invitation de l'Opéra d'Alger pour le 28 mai. Inch'Allah, donc pendant la période du Ramadan, parce que justement, c'était le fait que la musique de Mother est sacrée, donc c'est ça qui apparemment a incité les responsables de l'opéra à nous inviter. Très bien. Mais on va écouter peut-être un deuxième extrait. Vous avez dit peut-être la deuxième qu'on aura choisie. Peut-être que pour qu'on puisse écouter Bilal, j'ai pensé maintenant à Dharratul Wujud. Regardez le numéro, si c'est 5, je crois. La 9, bon, c'est Live It, c'est ça? Leave It, Leave It. Leave It, d'accord. Ah, la 5. Dharratul Wujud, peut-être. Voilà. C'est ça, Dharratul Wujud. Bravo, en tout cas, très belle percussion. On a pu vous écouter grâce à cet extrait. En tout cas, Dharratul Wujud, c'est cela. Voilà. Un bel hommage aussi à tous ces écrivains et passionnés aussi mystiques qui ont écrit de très beaux textes, et aussi à travers la voix de Mother. Voilà. En tout cas, j'espère que le public sera au rendez-vous le 28 à l'Opéra d'Alger, et puis longue vie aussi à l'album, qui fera sûrement beaucoup de chemin. Alors, je voulais vous dire que s'il y a des personnes qui voudraient acquérir l'album, actuellement, il n'est pas en vente à Alger parce qu'il n'a pas encore le cachet de l'Onda, mais les téléspectateurs peuvent le commander s'ils nous contactent par le biais d'un site dont j'ai donné le nom à votre émission. Donc, si on peut le voir inscrit. Voilà. C'est inscrit.
Ok. C'est tout à fait inscrit. Et il y a un petit livret à l'intérieur de l'album avec les textes. Tous les textes traduits. Tous les textes traduits. Voilà. C'est un énorme travail de traduction, de choix de textes. Oui. En tout cas, bravo à toute l'équipe du groupe Modern. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être? Ben écoutez, on espère avoir une écoute, on espère que d'autres nous rejoignent parce que quel que soit je veux dire les musiciens, ils sont les bienvenus s'ils ressentent cela comme leur voix, s'ils veulent, ou bien faire un petit bout de chemin avec nous. D'accord, très bien, merci. Un dernier mot? Oui, c'est pareil, comme on a dit, on espère d'autres projets, d'autres concerts, Inch'Allah. Bon courage à vous et puis bravo pour ce que vous faites pour la musique en général et surtout qui rapproche différentes nations. Merci, je rappelle Nadia Mechri, vous êtes artiste, vous êtes aussi pianiste à l'Institut et enseignante donc, de piano à l'Institut supérieur de musique d'Alger. Et Bilal Jazeiri Biri, vous êtes aussi percussionniste et membre du groupe Modern. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on continue tout de suite notre émission. On vous invite à apprécier ce reportage. On se retrouve juste après. Le commerce des oiseaux, une activité en plein essor qui attire de plus en plus de personnes dans la wilaya de Tamanrasset. Le perroquet est le plus demandé, en plus de certaines autres espèces rares. J'ai un canari et un zébra. Maintenant, je compte élever un perroquet et une perruche. Je suis passionné par les oiseaux. J'achète des espèces locales mais aussi celles importées. C'est une bonne chose. On s'habitue en leur compagnie. Être passionné par les oiseaux est une bonne chose, mais il faut penser à protéger sa santé, surtout que certaines espèces sont importées de l'étranger, notamment de l'Afrique. Badardine, vendeur à Tamanrasset, prodigue des conseils à sa clientèle. Je conseille souvent à mes clients de consulter un vétérinaire pour s'assurer de la santé de l'oiseau acheté. Nos vétérinaires sont conscients et ils nous aident beaucoup. Nous pouvons citer certaines maladies. L'une des plus dangereuses et connue de tous est la grippe aviaire qui se transmet de l'oiseau à l'homme, surtout que ces oiseaux sont élevés dans les familles, d'où les dangers de tomber malade. Ces oiseaux sont souvent commercialisés même dans d'autres wilayas du pays. Le contrôle vétérinaire est devenu une nécessité pour éviter la prolifération de certaines maladies. Donner des agréments aux vendeurs par les services vétérinaires est aussi nécessaire. Voilà, c'était donc l'élevage des oiseaux du côté de Tamanrasset et c'est le sujet de Badia Marni. Eh bien, tout de suite, nous allons parler d'oiseaux, je vous l'ai dit en sommaire, nous allons nous régaler, vous faire voyager à travers cette passion. Nous l'avons à travers notre invité, Monsieur Toufir Djebloun. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci à vous. Vous êtes président de l'association ornithologique algéroise, c'est cela? Oui, exactement. Et vous êtes passionné depuis 2012, vous êtes dans cette association? Depuis 2006. 2006. C'est un parcours quand même qui a commencé très tôt. Oui. L'élevage, ça a toujours été dans ma famille, c'est-à-dire depuis mon jeune âge, depuis 6 ans, quelque chose comme ça. J'ai été un éleveur et à un moment donné, j'ai voulu vivre cette passion avec les éleveurs, d'autres passionnés, d'autres éleveurs algériens. Et c'était par jalousie, quand je voyais des associations, des clubs, des concours, des expositions qui se passaient à l'extérieur de notre pays, j'ai toujours rêvé de voir ça chez nous en Algérie. C'est vrai, vous avez réussi à le faire cette année. C'est la deuxième année. Même l'année dernière, voilà. Oui, on a fait. C'est la deuxième exposition nationale d'oiseaux d'ornement, et on a réussi, c'est-à-dire un coup de maître, je dirais, et je remercie encore les membres de l'association. On a réussi à faire un concours national, chose qui est très difficile à faire, avec la présence de 5 juges internationaux, où ils nous ont pratiquement félicité pour ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'on réalisait un événement de cette envergure sans l'aide de personne, bien sûr,
Rien qu'avec nos moyens, rien qu'avec la volonté des membres de l'association, c'est formidable. Je les félicite de là où je suis. Exactement. C'est très beau d'avoir une passion comme ça envers les animaux, notamment les oiseaux surtout, et de connaître toute cette passion, surtout les espèces, nombreuses espèces que nous avons ici en Algérie pour pouvoir mieux les protéger et surtout pouvoir aussi en faire une collection, pourquoi pas. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse parce que généralement, ce type d'association est méconnu en Algérie. C'est-à-dire, on ne connaît pas vraiment la vraie valeur des associations ornithologiques. C'est-à-dire, il faut savoir que nous avons des médecins, des avocats, des ingénieurs, des politiciens, des décideurs et des femmes, des vieux, des jeunes. C'est-à-dire il y a un bizutage au niveau de ce type d'association incroyable. Et ça permet aux gens de se connaître et de partager un seul langage, la passion des oiseaux. C'est magnifique pour une En parlant de langage, vous connaissez le langage des oiseaux ? Vous connaissez Qu'est-ce que vous entendez, par exemple, le langage des oiseaux ? C'est-à-dire, vous savez reconnaître un oiseau grâce à son cri ou à son sifflement. Bien sûr, ça c'est... Ou alors son déplacement sur les arbres. Bien sûr, ça c'est les ABC, c'est-à-dire des oiseaux. Il suffit d'entendre le cri ou le chant d'un oiseau pour reconnaître l'espèce. Il y en a même qui vont reconnaître par le vol l'espèce de l'oiseau, le sexe de l'oiseau, rien qu'en le voyant. Les parades nuptiales aussi. Les parades nuptiales, tout un travail. Tout un univers. Tout un monde, tout un univers. Et c'est magnifique, magnifique. La couleur aussi de l'oiseau. On va expliquer aussi comment différencier un mâle d'une femelle. Chez les oiseaux, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire la femelle qui doit être plus discrète, parce que c'est elle qui va couver les œufs, non ? Bon, il y a ce qu'on appelle les oiseaux autosexables, c'est-à-dire qu'on va, à partir on va les reconnaître automatiquement. Il y en a ceux qui ne sont pas autosexables. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on va les sexer par dépistage d'ADN ou quelque chose comme ça. Mais généralement, en grande majorité, les oiseaux sont reconnus que le mâle est toujours plus beau. Je dirais plus grand, plus beau. Parce que plus beau, ça serait diminuer de la valeur de la femelle, mais plus attractif. Oui. Avec des couleurs plus chatoyantes, voilà. C'est-à-dire qu'ils attirent l'œil. C'est qui va contribuer, bien sûr, à la parade nuptiale, à se faire accepter par la femelle. Par la femelle. Oui, tout à fait. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que pour la nature, ça protège justement la descendance. C'est-à-dire la femelle va être plutôt dans les couleurs plutôt discrètes pour éviter de se faire remarquer par les prédateurs. C'est un peu ça, dans la nature. C'est une thèse. C'est une thèse. C'est ce qu'on nous a appris, en tout cas. Si on va perdre le mâle aussi, on va perdre l'espèce. Ce sont de magnifiques oiseaux. Ça, c'est des mandarins. C'est des mandarins, oui. Ils ont un son assez particulier. Oui. Voilà. D'autres oiseaux. Ça, c'est des espèces sauvages. Qu'on ne connaît pas. Ce ne sont pas des passereaux qu'on connaît. Non, ça, c'est un rouge-gorge. Un rouge-gorge, bien sûr connu. C'est un insectivore. Oui. Voilà. Un cacatoès. Un cacatoès, c'est un perroquet. Il y en a quand même qui élèvent ce type de perroquet en Algérie. C'est un canard. Un canard. Bon, ceci ne rentre pas dans le cadre des oiseaux d'élevage. Ce sont des migrateurs. Voilà. Le bleu... C'est une qualité de maison. Alors, notre beau chardonneret. C'est pas notre beau chardonneret. C'est Maqnin. Ce n'est pas le Maqnin. Ce qu'on avait appelé, c'est le Cardellus élégant. Ça, c'est un chardonneret d'Europe. Et c'est pas notre chardonneret. D'accord. Parce que notre chardonneret, c'est le Cardellus parva, qui n'a rien à voir avec ça. Et je vais vous donner une information, que notre chardonneret a été classé meilleur au monde avec 95 points. Une note qui n'a jamais été donnée à travers le monde. Il faut dire que c'est une espèce protégée. C'est une espèce aussi très protégée. Je dirais pas protégée, mais je dirais décimée. Parce qu'actuellement, tous les gisements, c'est-à-dire de chardonneret en Algérie, ont été épuisés. Il n'existe plus pratiquement. Il y a quelques petits groupuscules quelque part. Malheureusement, on a trouvé des trafics de chardonneret aux frontières et heureusement que la gendarmerie aussi a pu arrêter ces personnes-là. Mais le trafic, il est plutôt dans le sens inverse. Le trafic, c'est les chardonnerets qui sont en provenance de Maroc.
D'accord. Ce n'est pas les chardonnerets d'Algérie qui partent vers l'extérieur, parce que c'est les chardonnerets qui rentrent, ce n'est pas les chardonnerets qui sortent. D'accord. Et là aussi, j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire que la protection de l'oiseau n'est pas uniquement l'interdiction de la vente, n'est pas uniquement l'interdiction de mettre cet oiseau en cage, mais c'est aussi autre chose. La protection, c'est sa reproduction. Oui. La protection, c'est, d'ailleurs actuellement, l'Algérie doit établir un standard de notre oiseau, chose qui m'a été demandée par le CNJF, le comité des juges français, ainsi que les juges internationaux. Après la réussite du chardonneret algérien, avec ses 95 points et tout ça, ils ont demandé à ce qu'on fasse un standard du chardonneret Cardellus parva algérien, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vu tout à l'heure. Ce chardonneret. Nous, on ne connaît pas. Vous, le spécialiste, vous avez bien sûr l'œil et la possibilité de distinguer ces espèces qui varient bien sûr d'un pays à un autre, parce que nous avons des espèces endémiques à l'Algérie, mais celui-ci, bien sûr, ce chardonneret appartient à l'Algérie. Quelles sont ses particularités, par exemple ? Bon, on va donner ces particularités en comparaison à quelque chose. Oui. Parce que le standard... Le chardonneret d'Europe, par exemple. Voilà. Vous allez remarquer que notre chardonneret, il est plus petit, c'est-à-dire l'autre, il est entre 14 et 15 cm. Son bec le nôtre, il est de 13 à 14. D'accord. Le bec, il est proéminent par rapport à la taille. Plus pointu, plus long. Pointu et plus long. grand. Et on va aussi remarquer ce qu'on appelle la phaiomélanine, c'est-à-dire les couleurs foncées sur le panache de l'oiseau. Il va être très très différent par rapport à ce qu'on voit à chardonneret d'Europe. D'accord. Et son chant ? Et là, c'est la particularité, bien sûr. Oui. Bon, on a tendance à parler du chant algérien. Oui, c'est vrai qu'il est très riche, mais là aussi, il faudra établir un standard de chant algérien. Pour pouvoir parler de chant, c'est-à-dire si on va prendre ce qui se dit, par exemple, dans la rue et tout ça, c'est pas un chant, ça c'est un chant sauvage. Et on ne peut pas juger un chant sauvage. Ce qu'il faudrait, c'est, ce qui a été fait par exemple par notre association, c'est de récupérer les notes essentielles du chant algérien, les mettre sous forme de chant artificiel, et ce qu'on appellera, comme par exemple en Espagne, on appellera ça copia, ailleurs on les appelle comme ça, mais c'est-à-dire c'est une collection de notes algériennes et qui va rester pour pérenniser ce chant-là. Et pour le classement surtout, bien sûr de parce que pour comparer deux individus, on ne peut pas comparer par exemple le chant d'Alger et le chant d'Annaba, ou le chant d'Alger et le chant de l'Oranie. C'est des chants différents. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que le chardonneret n'a pas son propre chant, mais c'est un imitateur. Oui. C'est un grand imitateur. Donc il imite le rossignol, la linotte, pas mal d'autres oiseaux, et il les traduit à sa manière, et c'est ce qui donne cette beauté du chant. C'est passionnant, on vous sent passionné vous-même. Hein. Alors on a pu voir aussi d'autres, le canari évidemment, le canari algérien, est-ce qu'il y a un canari algérien ou pas? Non, il n'y a pas de canari algérien. Donc ce sont des espèces importées. Là, on sort, il y a deux types d'oiseaux. Il y a les oiseaux proprement... c'est-à-dire domestiqués à 100%, qui sont les canaris. C'est une espèce qui n'a rien à voir avec le chardonneret, qui garde encore ses gènes sauvages. Oui. C'est deux types d'oiseaux différents. D'ailleurs, dans l'élevage, dans tout ce que... même dans l'approche, c'est pas la même chose. Ils sont jolis, ces oiseaux, en tout cas. Donc ça aussi, ce ne sont pas des oiseaux... Ça, c'est des oiseaux sauvages, bien sûr. C'est le mésange à tête noire qu'on retrouve dans nos potagers. Ça, c'est le pivert. Oui. Tout ça, c'est des oiseaux qu'on... C'est un aigle. Voilà. Ça, ce n'est pas des oiseaux d'élevage, c'est des oiseaux sauvages. Exactement. On a voulu varier un petit peu à travers les images. Oui. C'est un oiseau qu'on retrouve, le petit rouge-gorge. En principe, il sort en hiver, lui, il n'a pas peur. Oui, je vais vous... c'est-à-dire, il y a une chose aussi que beaucoup de gens... c'est une tromperie un petit peu. Les gens essayent de chauffer les oiseaux, de les mettre dans des endroits avec un chauffage. Faites attention au courant d'air, etc. Non, ce n'est pas vrai, ça c'est faux, c'est complètement faux. Un oiseau peut vivre dans la
neige, peut vivre dans le froid, parce que lui-même il est protégé. Il est protégé, il est né dans la nature. C'est-à-dire comment ce moineau vit dans la nature. Oui, si on étudie les ailes d'oiseaux, on sait qu'elles sont imperméables. Il y a aussi une vérité scientifique que beaucoup de choses ne connaissent pas, c'est que quand on met un oiseau en cage et à la maison, lui il va se dire j'ai pas besoin de me revêtir, c'est-à-dire j'ai pas besoin de mettre mon manteau. Oui. Et s'il va être élevé en dehors de la maison, il va mettre son manteau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le plumage d'hiver. C'est-à-dire, lui, il va se préparer au grand froid à la fin de l'été. La bêtise qu'on fait quand on élève des oiseaux, c'est quand on les laissant à la maison, c'est-à-dire, ils ne vont pas se préparer. Et si on les fait sortir, ils vont tomber malades parce qu'ils ne se sont pas préparés, ils n'ont pas mis leur manteau. Et ça, c'est le printemps, donc les oiseaux aiment bien prendre des douches. Hein. Ils adorent les flaques d'eau à l'extérieur, les oiseaux. Voilà. Tous les jours. Un oiseau doit prendre le bain tous les jours parce que dans la nature, il le fait tous les jours. Il le fait tous les jours. Il est très propre, un oiseau. Il n'est pas... La mésange? Oui, c'est un mésange bleu. Oui. Alors il y a la mésange charbonnière. Ça c'est ce qu'on appelle les oiseaux les passereaux de potager, c'est-à-dire qu'on retrouve dans nos jardins. Ils sont là toujours, ils nous ont toujours accompagnés, mais ils sont difficiles en captivité. Bon, il faut vraiment être spécialiste parce que c'est des insectivores, c'est pas des granivores. Exactement. Voilà. Et ce sont des oiseaux qu'on aime écouter, qu'on aime voir autour de nous. Le merle, par exemple, on le voit assez souvent en Algérie, il est fréquent. Oui, donc le merle noir. Le merle noir. À bec orange. À bec orange, voilà. Exactement. La femelle est plutôt sombre. Elle est plutôt discrète, plus petite. Toujours. C'est une règle, c'est-à-dire la femelle, elle a toujours eu des couleurs plus ternes que le mâle. D'accord. Surtout en saison de reproduction, bien sûr. Des fois, on ne peut pas les distinguer en dehors des saisons de reproduction. Ouais. En tout cas, c'est passionnant. Vous nous avez partagé votre passion. Oui. On se régale. Et j'espère que le téléspectateur aujourd'hui aura appris beaucoup de choses grâce à vous. Revenez quand vous voulez. Nous parler donc d'oiseaux et en particulier des espèces qui sont endémiques à l'Algérie puisque vous êtes aussi un des spécialistes. Peut-être qu'on fera appel à vous pour d'autres espèces. Oui, je suis à votre disposition. D'ailleurs, c'est ça mon rôle et notre rôle en tant qu'association, c'est-à-dire c'est de pouvoir remettre notre chardonneret dans nos prés et de le voir rechanter. Et transmettre. Beaucoup de gens pensent que les éleveurs, c'est des criminels, ils se trompent. On ne pourra jamais protéger et remettre le chardonneret dans nos prés que grâce à nos éleveurs. Voilà, exactement. Dans les champs de chardon. Oui, bien sûr. Voilà, merci beaucoup à vous. Je rappelle Toufiq Djebloun, vous êtes président de l'association ornithologique algéroise, passionné avant tout d'oiseaux. Merci et bon courage à vous. C'est le printemps, il faut profiter aussi des beaux jours avec vos oiseaux. Oui, c'est la reproduction maintenant. C'est la reproduction, on les laisse tranquilles. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Farid El Hamdi qui nous invite à la découverte de la région de Médéa et ses infrastructures touristiques. À travers ses potentialités naturelles, historiques, sans cadre physique, sans climat, ses activités économiques. La wilaya de Médéa recèle des potentialités indéniables pour amorcer un développement du secteur touristique. Forte d'une histoire, d'un patrimoine riche, d'une nature généreuse et d'une superficie forestière estimée à 161 320 hectares. Cette région du pays peut devenir un véritable pôle touristique par excellence. Médéa, Titri, c'est une wilaya qui recèle beaucoup de potentialités touristiques, donc avec diversification au niveau du tourisme culturel, de montagne et de tourisme vert. En plus, on appuie des infrastructures touristiques, donc nous avons 9 structures avec 500 lits. Ajouter à cela les infrastructures de jeunesse dans les régions de Belgica et de Djoueb. Donc il y a beaucoup de projets touristiques. Nous avons 17 projets qui ont l'approbation du ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec une potentialité de 2000 lits et 1000 emplois. La wilaya de Médéa dispose d'une série d'infrastructures d'hébergement et d'hôtellerie, garantissant tout le confort nécessaire à leurs clients durant leur séjour.
À titre d'exemple, cet hôtel qui se trouve à El Barwaguia. Un ancien établissement a fait l'objet d'une importante opération de rénovation pour retrouver son lustre d'antan. J'ai une histoire avec cet hôtel. C'est que quand mon père était mort, on travaillait pendant les vacances. J'ai travaillé 2 mois dans cet hôtel quand il a ouvert en 79. 6 mois après, j'ai quitté l'Algérie. Et des années après, je suis revenu, grâce à Dieu et grâce à mon frère, pour être le directeur, le partenaire de mon frère dans cet hôtel. Il y a un peu d'émotion quand je parle de ça, parce que ça me tient à cœur. Peut-être c'est l'occasion, elle est là pour remercier mon frère pour tout ce qu'il fait pour moi. Parce que pour moi, à 56 ans, c'est inouï d'avoir cette chance. En France, à 56 ans, on n'a plus de travail. Moi, je suis venu ici, patron, directeur d'un grand hôtel, et c'est magnifique. Tout ce que je fais là, je le fais pour l'Algérie. Je rends à l'Algérie ce qu'elle m'a donné, ça veut dire l'éducation, l'école, et à ma mère aussi, que je n'oublie pas. Grâce à elle, si on est arrivé là où on est. Il y a mes sœurs, il y a mes frères et tout ça. Et maintenant, beaucoup de partenaires, des gens de Barwaguia qui sont fiers d'avoir un hôtel pareil ici. La wilaya de Médéa dispose de 9 zones d'extension touristique. Il s'agit d'espaces où il est prévu de réaliser des hôtels, des centres de repos, des centres de vacances et autres infrastructures touristiques. Eh bien, là, nous allons recevoir, après les infrastructures touristiques, on reste dans le domaine touristique et cette fois-ci avec des étudiants de l'école de l'hôtellerie, donc de Ain Benyen Eshra, la fameuse école qui enseigne en tout cas le savoir dresser, comment savoir dresser, etc. Et la cuisine des chefs et des chefs donc d'hôtellerie, c'est cela. Ils vont nous expliquer un peu tout ça. Avec nous, Dehia Hamissi, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue parmi nous. Merci, c'est gentil. Vous êtes 2e année donc, à l'école Eshra, c'est cela. Avec nous, Amir Gelfi, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue, vous êtes également en 2e année. 2e année, oui. Oui. Et Marwa Dridi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous aussi, vous êtes en 2e année. Exactement, oui. On est des étudiants à l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration. D'accord. Et vous avez eu un module assez particulier. C'est pourquoi vous êtes parmi nous ce matin. Exactement. En fait, on va parler un petit peu sur le restaurant qu'on va créer. On est parti de rien. On va parler de ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. On voudrait attirer l'attention du grand public. Exactement. Voilà. Et c'est un petit peu le but de vos enseignements. Exactement. Alors, ce que vous étudiez, vous allez le concrétiser réellement dans un restaurant. C'est un des modules que vous avez donc étudié. Alors, vous avez chacun un rôle particulier, un poste particulier pour cette belle aventure qui va se dérouler entre le 29 et le 3 mai, c'est cela? Exactement. Donc, nous sommes une classe de 24 personnes. Donc, chaque classe a son propre concept de restauration, son restaurant éphémère. Donc, pour nous, donc, je me présente. Donc, je suis la directrice du concept du restaurant. Nous avons la chef cuisinière ici présente Marwa et le directeur des finances. Voilà. Donc, chaque département contient un directeur et son assistant. Au niveau de la cuisine aussi, nous avons un chef cuisinier, chef pâtissière et ses commis, sous-chef aussi. Oui. Et qui font partie aussi de Eshra. Exactement. Oui, donc les étudiants comme classe, voilà, en fait. C'est pas de l'Eshra. Exactement. D'accord. Voilà. Très bien. Donc le restaurant est fait 100% par les étudiants, sans aucune aide bien sûr avec donc, le chef cuisinier de ce restaurant va vous céder sa place. Exactement. Pour séjourner. Exactement. Ils ont accepté donc de vous céder la place et prendre cette responsabilité. Il faut savoir que c'est notre restaurant, c'est nous qui avons choisi le thème, le menu. La décoration. Exactement, la décoration. Donc, on va en parler aussi à propos de la décoration, comment on les a eus et tout. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Et donc, si on veut, vous êtes carrément dans une situation de jeu de rôle. Exactement. En ce moment. Donc, voilà. Et chaque rôle peut aussi s'échanger peut-être prochainement. Exactement. Voilà, donc au niveau de l'exploitation, donc là c'est tout ce qui est théorique, donc nous avons des postes assez définis. Et au niveau de l'exploitation, donc moi-même je serai commissaire, donc voilà, je reviens à la normale. Donc au niveau de l'exploitation de la salle, c'est le directeur de la salle qui s'en occupe. Moi personnellement, je cède ma place, je suis toujours directrice au niveau théorique et paperasse, mais je serai en commis. Donc la chef cuisinière restera toujours chef et le directeur des finances je serai le caissier du concept. Exactement. D'accord. Ça va changer. Donc à chaque fois, c'est très bien. Ça va vous donner de l'exercice et voir pour chacun quel a été donc son meilleur
rôles endossés par le moment, c'est cela. Oui, exactement. Alors, exactement. qu'aura choisi pour nous la chef cuisinière? En fait, on avait choisi, en tous les cas, je vais parler d'abord de ce qui est en fait, thème et tout ce qui s'ensuit. On a choisi deux continents différents, c'est l'Afrique et l'Amérique latine. On a fait la fusion des plats entre l'Afrique et l'Amérique latine. On a choisi comme en fait des soupes comme entrée, plusieurs trucs, genre des mini salés à la banane, tout ce qui s'ensuit. Pour les plats, on avait choisi des assad, des fajitas revisités, des mafés, tout ce qui s'ensuit. On a fait aussi un menu pour enfants. Très bien. Oui, c'est pour les familles et tout. On essaye de créer quelque chose de nouveau. C'est très bien. Alors vous allez donc préparer donc, des plats en fonction bien sûr de ce que vous avez appris et vous serez noté. À la fin de ça, vous serez noté. Le directeur aussi de cette exploitation, donc bien entendu pour l'école, va devoir aussi gérer un budget, je suppose. Bien sûr. Alors, parlez-nous un petit peu de votre rôle. Mon rôle, c'est de gérer le budget des sponsors que nous avons eu grâce à notre marketing. D'accord. Notre marketing, il va les entreprises, j'ai des sponsors, de l'argent, peut-être des matériaux qu'on pourra exploiter le jour du concept. Pour tout ce qui est matériaux, c'est des partenaires. Comme je citerai Garden في Charaga. On va pas trop les citer, hein. Ça va nous faire de la publicité. D'accord. Pour le moment, nous avons quelques partenaires, mais de quelques partenaires. Oui. Des sponsors qui vont vous rapporter donc l'argent pour pouvoir monter votre restauration surtout et organiser toute une décoration autour donc, de ce restaurant. Exactement. On essaie toujours de trouver des sponsors en fait. Certes, ils nous ont sponsorisé des trucs بين ظهرين. On essaie toujours d'avoir d'argent pour pouvoir faire quelque chose. Et pour vous dire, madame, Hadchi Kamel, le comité charité, d'autres comités et tout, là, on va rien gagner. Oui. D'accord. On essaye d'avoir une expérience mais en fait, on n'aura rien. C'est pour le comité charité. Tout ce qui est bénéfice, c'est pour les comités, en fait. Toutes sortes de comités. En tout cas, c'est très bien parce que ça va vous exercer un petit peu à la vie courante aussi, à la vie réelle, tout ce que vous aurez à affronter dans votre quotidien une fois que vous aurez eu votre diplôme. C'est cela. Oui. Donc après avoir effectué le stage opérationnel dans chaque hôtel par les étudiants de deuxième année, donc nous sommes rentrés à l'école et nous avons eu le restaurant éphémère à la Conception, sachant que nous avons des cours à part. Oui. Donc nous avons tout fait seul. Donc on tient vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, notamment votre studio qui ont accepté de nous accueillir. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont aidés au niveau de la décoration, comme la boutique On va pas citer. Oui, voilà. On va pas citer. D'accord. Ouais. Voilà, ce sont vos sponsors, oui, pas les nôtres. Oui, exactement. Donc après, il y a aussi beaucoup de personnes, de soutien moral aussi, on en a besoin. Et franchement, avec toute l'équipe, donc on a pu faire beaucoup de choses et on essaie toujours d'en faire. Donc pour le programme du concept du restaurant éphémère, donc ça commencera le 29 avril. Oui. Donc il y aura le tea time. Donc le tea time c'est de 16h jusqu'à 18h. Donc le thé c'est très tendance et nous avons voulu évoluer ce concept. Donc il y aura aussi un menu tea time et ainsi que... Tout à fait, vous avez ramené des photos également. Oui, exactement. Donc ici c'était avec l'ambassadeur de la Colombie. Oui, et voilà. Ici c'est des membres de ma classe. Oui.
des personnes qui travaillent tout Exactement, comme vous. Ils ont des concepts différents. Exactement. Et Chacun eux aussi donc, auront aussi à affronter quelquefois des clients et aussi d'autres partenaires avec lesquels ils travailleront pour faire évoluer leur carrière. Exactement. Donc, comme je vous ai dit, donc, il y a aussi, nous avons aussi un menu cocktail qui a été conceptionné par les étudiants toujours. D'accord. Aussi, et puis, après, juste après le tea time, donc, il y a le dîner qui fera son ouverture à partir de 20h jusqu'à la clôture. Et pour le 3 mai, donc, nous allons faire un gala de clôture. Très bien. Voilà, donc ça sera une animation latino-africaine. Donc il y aura un buffet à volonté et tout. Donc ça sera au niveau de l'école. L'école nous a donné une salle au niveau de l'Athènes. Et nous devons exploiter cette salle pendant les 5 jours. Très bien. Ainsi attirer aussi la clientèle, ainsi que les étudiants de l'école aussi. Super. Et donc, pour ce 29 avril, il va y avoir donc du monde. Vous allez faire comment pour inviter les gens à venir au niveau du restaurant et avoir du monde pour vous? On a préparé des flyers, des cartes visite. On essaye de faire la publicité sur les réseaux sociaux. On essaye toujours d'attirer le maximum de J'imagine que vos familles aussi vont être parmi vous, bien sûr, pour vous encourager et essayer d'être au plus proche de vous. Si on est là, c'est grâce à eux. Franchement, voilà. C'est grâce à leur c'est grâce à eux. Vous aussi, pareillement. Voilà, j'imagine. Voilà. Alors, parlez un petit peu aussi de l'ambiance, donc de votre enseignement. Est-ce que durant ces 2 ans, ça a été suffisant pour pouvoir donc démarrer dans une belle aventure telle que celle-ci? Bien sûr. En fait, madame, on a eu le meilleur enseignement qu'on puisse avoir en fait. On a des profs de l'étranger, on a des profs de l'Algérie, des profs algériens. Et ils sont vraiment gentils معنا, genre نحكيو à l'aise معهم. Vraiment à la hauteur. On est à l'aise comme pas possible. Et donc vous vous projetez dans l'avenir, donc prochainement, une fois que vous aurez donc vos diplômes, vous pensez à quoi? Alors moi personnellement, j'aimerais bien, vu qu'on fait des études de management plus près, voilà, donc à travailler dans un grand hôtel, gérer un grand hôtel et puis peut-être continuer avec mes camarades sur cette lancée, sur un bon restaurant. Pourquoi pas? Inch'Allah. Oui, pour vous, pareillement? En fait, je pense que je vais continuer mes études à l'étranger. Je vais faire le master. L'ambition. Le restaurant. Parce que j'aime tout ce qui est cuisine, tout ce qui est la face. J'adore, c'est mon domaine en fait. Bravo. De même, travailler dans un hôtel en Algérie pour continuer mon cursus. J'aimerais aussi, bien après avoir une petite expérience dans le domaine, pourquoi pas faire un MBA en hôtellerie. Pourquoi pas. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Et puis, encourager toute cette jeunesse qui ont donc de l'ambition dans le domaine dans l'hôtellerie et surtout améliorer aussi les prestations touristiques ici en Algérie et faire valoir aussi toute la beauté de notre pays. Voilà. C'est ce que vous apprenez aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Au sein des CHRA, encore une fois, faire rehausser les atouts donc, de l'Algérie. Exactement. Maintenant que l'Algérie ouvre beaucoup d'hôtels, surtout cette année. Avec les différents plats aussi typiques. Exactement. Il y a eu beaucoup de chaînes hôtelières qui s'est installées sur Alger, sur Oran, sur les grandes capitales, même au sud. Au sud, maintenant que c'est très c'est magnifique franchement et il y a vraiment du terrain à exploiter au niveau touristique et voilà, on aimerait bien évoluer ce côté touristique en Algérie, hôtelier et restauration bien sûr. Très bien. Mais en tout cas, bravo à vous, bon courage, surtout pour cette aventure. Vous en aurez d'autres après? Oui. Ça sera quand? On aura un stage en 4e année. D'accord. Et on aura aussi un autre projet. Exactement. Donc vous allez tout le temps rendre visite à de grands chefs, projet, par exemple. Tout ce qui est administration. Là, c'est pratique, c'est opérationnel. C'est opérationnel. En 4e année, on aura un projet, la direction, tout ce qui est administration et tout ce qui est. Bien, bravo en tout cas à vous. Merci. Un dernier mot pour chacun, allez-y. Voilà, donc on vous souhaite la bienvenue. On espère que vous voir
vous voir nombreux parmi nous. Et puis voilà, merci beaucoup. Très bien. Un dernier mot? Je dirais bien la famille. Ok, merci. On tient à remercier toute notre équipe, toute notre classe pour les efforts fournis tous ces jours. Voilà, le mot est passé. Rendez-vous donc du 29 avril au 3 mai. Vous aurez donc l'occasion de découvrir tout le travail de ces jeunes, donc des Shra, et puis surtout pouvoir goûter un petit peu à leur mets. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne chance. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés ce matin. Rendez-vous demain à 9h, 10h30 avec Mahrez Rabia ici à cette même place. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci, au revoir, bonne journée.